notre sujet, c'est l'enjeu majeur d'une transformation agile, c'est la transformation par l'agilité. Petite question avant de démarrer, histoire qu'on fasse connaissance, ça veut dire quoi pour vous une transformation? C'est une chenille en papillon. C'est le chemin pour aller d'un point A à un point B, ok. C'est changer d'état d'esprit, ouais, plein de trucs intéressants. Changer de forme, ça c'est bien, ouais. Passer de rond en carré. Et ça arrive à des gens très bien malgré eux. Je fais partie. De passer de rond à carré ou... Non, de carré à rond. Changer de langage, ouais. On va se mettre à parler chinois dans les organisations. Démarrons. Un grand merci. Ouais, c'est pas mal aussi. Un grand merci à Agile Lille de son invitation à la Cato pour nous recevoir et à tous les sponsors qui permettent que cet événement ait lieu. On va se présenter assez rapidement. Alors j'ai beaucoup changé, mais moi je suis en haut. Je m'appelle Laurent. Moi, j'ai commencé il y a très très longtemps, au siècle dernier, comme développeur, pendant une dizaine d'années, dans un grand groupe américain. J'ai découvert la chefferie de projet là-bas et rapidement, je suis passé dans une PME dans laquelle je suis devenu directeur de projet. Cette PME a eu d'énormes difficultés au bord de la liquidation et c'est le moment que j'ai choisi pour changer de métier, reprendre mes études et devenir coach. Voilà, depuis 2014, moi, j'ai découvert l'agilité en 2010. En 2010, j'étais chef de projet, donc j'ai eu la chance de vivre cette transition où on n'est plus invité nulle part, où on voit les gens à travers les vitres travailler et surtout, on te dira plus tard. Mais j'étais très promoteur de ça et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là à parler d'agilité avec vous. Moi, je suis en bas, développeur 2003. Rapidement, en fait, je passe sur la gestion de projet parce qu'un ordinateur, ça ne me stimule pas beaucoup. En fait, à chaque fois que j'y dis des trucs, il fait ce que j'y dis. Et ça, c'est pas très rigolo. Alors, je me suis dit, autant aller bosser avec des gens, des hommes et des femmes, parce que ça ne fait pas ce qu'on a prévu de faire. Et je découvre l'agilité en 2008. Et ça, c'était vachement chouette. Je découvre l'agilité sans être tombé dans l'agilité, mais plutôt... dans le contexte où je suis dans l'industrie automobile. Et en fait, je descends d'un étage et j'ai les utilisateurs qui utilisent mes produits. Donc, en fait, je fais 4 allers-retours par jour pour aller les voir en leur disant hey, « ça va ce que je t'ai livré, c'est comme ça que tu le voulais, mais comment tu veux la suite, etc. » Et puis, plus tard, après, j'ai découvert que c'était l'agilité. Direction de projet, mais ça m'en est toujours pas d'être chef ou d'être directeur. Coach en 2013, coach agile, coach pro. Voilà. Pourquoi cette conférence? On sait, avec Laurent, on se connaît depuis pas mal d'années en binôme et on a vécu pas mal, tous les deux, soit lui, soit moi, soit tous les deux, pas mal de transformations agiles, soit de plus petites boîtes, soit de grosses boîtes. Et notre problématique, en fait, c'était on est en train de reproduire systématiquement les mêmes choses et nous, on voit et on est embarqué dans des transformations et on voit, en fait, on commence à voir de plus en plus tout ce qui ne marche pas et tout ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et on se dit, en fait, le problème de la transformation agile, ce n'est pas l'agilité, c'est la transformation et on s'intéresse de plus en plus à ce mot de transformation. Voilà, est-ce que c'est un ajustement, un déploiement de l'agilité? Peut-être tu peux illustrer l'image. Oui, cette image, en fait, représente le théâtre de rue, la Commedia dell'arte italienne. Alors, on y a rajouté des post-it, merci ChatGPT, hein, ce n'est pas une image originale. Les gens ne font pas vraiment ça en Italie. Mais c'est une image qui nous a parlé parce que nous-mêmes, parfois, on s'est retrouvés déguisés, à se retrouver à des endroits, à essayer de déployer l'agilité comme le demande le client et à perdre de vue que l'agilité, c'est un processus et que ce qu'on veut, c'est tirer des bénéfices d'une nouvelle approche. Et donc, les gens reproduisent des processus et des mécaniques qu'on trouve dans les livres, dans les formations, sans forcément essayer d'en tirer le meilleur parti. Donc, ça ressemble un petit peu à du théâtre et nous, on joue avec eux. Voilà, et c'est ce qui nous a amené aussi à réfléchir et à se dire comment on pourrait transmettre, nous, ce qu'on vit et des vraies convictions qu'on a qui, à mon sens, devraient être prises en compte. Première partie, pourquoi se transformer? Ah non, c'est à toi de... Déjà, c'est la marche du monde. Hein.
Il y a plusieurs dizaines d'années, on pouvait encore fonctionner dans une marche linéaire, c'est-à-dire on fixait un objectif dans le temps, on partait d'un point A, on allait à un point B, avec un plan qu'on exécutait sur plusieurs mois, plusieurs années, et ce n'était pas vraiment challengé par l'environnement. Aujourd'hui, la complexité est croissante, on est sur des marchés 24/24, 7 jours sur 7, de plus en plus de concurrence, des startups avec une forte valeur ajoutée, des dissolutions d'Assemblée nationale, du Covid, des événements chaotiques auxquels il faut réagir en permanence. Si on tient le plan linéaire coûte que coûte, il y a des chances que la survie de l'entreprise soit vraiment en jeu rapidement. Et donc, on est plutôt sur une pensée cyclique. Voilà, ce sont des cycles dans lesquels on apprend et dans lesquels il faut se réadapter. Et une organisation, c'est un organisme vivant, voilà, qui réagit à l'environnement, qui doit s'adapter en permanence selon la théorie de l'évolution, qui a un système immunitaire aussi, on le verra plus tard. Et c'est comme ça que le monde évolue, et donc il va falloir s'adapter en permanence. Le plan A, du point A au point B, ne suffira pas. Pour aller un peu plus dans le concret, si je parle de l'individu ou d'une organisation ou d'une entreprise, il n'y a jamais d'obligation à changer. Il y a une situation actuelle de laquelle je tire des bénéfices, mais j'ai aussi des inconvénients. Quelle que soit la situation, en fait, j'ai des bénéfices et des inconvénients. Et ces bénéfices et ces inconvénients, tant qu'ils s'équilibrent, tant que je trouve des bénéfices dans ma situation, ben, je peux rester dans la situation. Par contre, je suis sous pression. Sous pression avec des enjeux externes et sous pression avec des enjeux internes. C'est moi qui craque comme ça ou... C'est peut-être le t-shirt. Je sais pas. Les enjeux internes, c'est les enjeux à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon organisation. Là, pour le coup, si je parle d'une organisation, ça va être la culture et le développement humain. Les gens qui sont à l'intérieur, qui constituent mon organisation, en fait, on a envie qu'ils se développent, on a envie qu'ils grandissent, qu'ils deviennent de plus en plus experts, de plus en plus autonomes, etc. Et c'est aussi l'excellence opérationnelle avec laquelle je réalise mes produits ou mes services. Pour moi, un service, c'est un produit. Ça, c'est les enjeux internes qui vont mettre la pression sur la situation actuelle. Oui. Et puis, il y a les enjeux externes, c'est-à-dire parce que mon entreprise, mon organisation, elle peut prospérer de manière durable dans l'environnement et dans l'écosystème d'aujourd'hui. Est-ce que mes clients sont satisfaits? Ils achètent le produit, ils recommandent mes produits et comment ils utilisent mes produits. Donc ça, c'est la situation actuelle avec la pression que je vais avoir. Et à un moment donné, on va se dire, on va le voir après, dans l'organisation, il faudrait en fait changer, il faudrait se transformer. Et se transformer, c'est une situation désirée. Ça peut être un petit pas, mais ça peut être quelque chose de plus loin. Et cette situation désirée, je vais avoir des espoirs. Ah, ben ça va être chouette quand on va être comme ça, on va pouvoir avoir tel bénéfice, etc., etc. Puis des doutes aussi. Ah, qu'est-ce qu'on va perdre? Ça, on ne pourra plus le faire, etc., etc. Est-ce que ça va marcher? Et puis, il ne faut pas négliger, il y a l'effort de changement aussi. Si je reprends quelque chose de très personnel et individuel, je fume, c'est ma situation actuelle, j'ai des bénéfices, j'ai des inconvénients. Situation désirée, je ne fume plus, mais le coût de l'effort d'arrêter de fumer, mine de rien, il est là et il existe. Donc ce n'est pas nécessaire de changer, et si on veut changer, il faut prendre tout ça en compte. Quand parle-t-on de transformation, donc c'est une illustration qui est issue des travaux de Hudson, qui est un philosophe et qui était aussi un coach, qui était directeur de l'Université de Columbia. C'est pour illustrer le cycle selon sa théorie. En fait, il a 4 phases. Il y a le nouveau départ, qui est le point de départ, hein, c'est la première étape. Symboliquement, on le rapproche de l'été, l'énergie est haute. Il y a de l'envie, tout le monde est enthousiaste. La deuxième étape, c'est le marasme. C'est une étape de désynchronisation, donc là c'est plutôt l'automne. On commence à se frotter avec les nouvelles envies, se frottent aux anciens mécanismes. Ensuite, il y a l'hiver, donc c'est le cocon, en fait on appelle ça le cocon, mais c'est plutôt une phase d'introspection, c'est un repli sur soi où on commence à se désengager des projets en cours, des initiatives de changement, et on commence à réfléchir et à se dire, bon là ça va pas, ça marche pas, il y a un peu de découragement. Et on challenge aussi le système de valeurs. Alors, c'est valable, là, c'est les phases de l'expérience du changement de l'adulte, mais une organisation,
c'est considéré comme un système vivant, donc ça fonctionne exactement de la même manière, sauf que c'est collectif. Et dans ce collectif, chaque individu peut traverser ça aussi. Chacun son rythme, on le verra aussi après. Et ensuite, après l'hiver vient le printemps, l'énergie commence à remonter, et là, on commence à préparer une nouvelle étape. Donc chaque étape est nécessaire. Si souvent, nous, on intervient, la plupart du temps, alors des fois, on a la chance d'intervenir au tout début, donc au niveau du nouveau départ, on fait appel à nous. De temps en temps, c'est plutôt entre la phase 1 et la phase 2. C'est-à-dire, ils ont déjà essayé de mettre en place l'agilité. Ils commencent déjà à se désynchroniser. La direction qui était partante commence à dire non, mais moi, il me faut encore des dates. Moi, les clients, on veut leur dire à quelle date on livre tout ça. Et donc, ça commence à plus marcher. Donc, nous, on intervient ici. Et là, il y a deux options. C'est qu'une fois qu'on est dans la désynchro, on a le choix de laisser tomber, on a le choix d'ajuster, on a le choix vraiment de changer. La plupart du temps, ce qu'on fait, c'est il n'y a pas besoin de faire la révolution dans l'entreprise, de re-challenger le système de valeurs. On ajuste. On dit, OK, on va essayer de faire comme ça. On met en place un nouveau processus. Et donc, on repasse au nouveau départ. L'énergie remonte et on challenge avec l'existant, avec le nouveau processus. Et on voit ce que ça donne. Et on arrive à nouveau dans une phase de désynchro où ce n'est pas parfait. Et on peut itérer comme ça très longtemps. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se dise, là, vraiment, on ne peut plus continuer à faire de simples ajustements. Ça ne suffira pas. Il va falloir vraiment qu'on change. Et là, on passe dans un processus de transformation. Les étapes sont plus ou moins longues. C'est différent pour tout le monde. Et chaque étape s'accompagne de manière différente. C'est-à-dire si vous êtes leader de l'initiative de changement et que vous impulsez beaucoup d'énergie au moment où tout le monde est en train de se désengager, ça va pas vraiment marcher. Donc, il va falloir réfléchir aussi à sa posture d'accompagnant pour nous, d'équipier pour ceux qui vivent le changement ou de leader pour l'équipe dirigeante. Concrètement, sur une transfo agile, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on observe et qu'est-ce qu'on a pu observer avec Laurent? Le lancement, on l'a tous vécu et ça, c'est assez facile. On est tous très motivés, on va mettre des nouveaux rôles, on va utiliser des nouveaux frameworks, des nouveaux outils, on va mettre en place des nouveaux rituels, des nouvelles réunions. Faut expliquer, il faut former, il faut que les gens y comprennent qu'est-ce qu'on est en train de faire et comment on est en train de le faire, et ça part. Ça part, sauf que finalement, on est peut-être en train, ou pas, mais peut-être en train de faire du cargo culte et en train de mettre en place des choses, en train de faire de l'agilité et pas de chercher à être agile. Donc, qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, on va passer par là. À un moment donné, il y a des personnes qui n'étaient pas embarquées, qui n'étaient pas dans les équipes opérationnelles, vont se dire ouais, mais moi, j'ai plus de visibilité, moi, j'ai plus de pouvoir. J'ai plus l'équipe en direct, je ne sais pas où on va, qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc je vais vous demander des estimations qui vont devenir engageantes. Engagez-vous sur vos estimations. Des KPI, des OKR, ouais, génial, on va mettre, mais par contre, on va vous demander de les tenir comme objectif et de les tenir à 100%, c'est-à-dire de les atteindre, et en plus de les atteindre dans 6 mois. Les roadmaps, en fait, on va vous les faire, les roadmaps. On va vous les faire parce que nous, on sait. Nous, on sait ce qu'on veut et on sait comment ça se passe. Les équipes, en fait, les équipes autonomes et auto-organisées, on va changer un peu le concept parce qu'on a besoin d'avoir des ressources qui soient interchangeables et qui basculent d'une équipe à une autre. Donc, en fait, on n'a plus d'équipe non stable. Et là, on est dans le marasme. Et là, comme disait Laurent, 2 options. Soit je prends le virage bleu et j'ajuste mon cycle en V. Et en fait, je fais ce qu'on entend très souvent dans les entreprises. On va hybrider l'agilité avec du cycle en V, c'est-à-dire on va faire du sprint, on va avoir du backlog, on va avoir un PO, un Scrum Master, etc. Mais finalement, on a le fameux triangle de fer et on remet tout le sens du cycle en V et tous les travers du cycle en V. Ou alors, on peut se dire, après 1, 2, 3 boucles d'ajustement de cycle en V, on peut se dire, OK, est-ce que ça marche? Non. Est-ce qu'on est satisfait? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être qu'on peut vraiment se transformer. Peut-être qu'on peut lâcher. Et du coup, on va rentrer dans cette phase de cocon, où là, l'entreprise elle se renferme sur soi, elle continue à délivrer, parce que si elle ne délivre plus, elle meurt. Mais les gens souffrent, ils se désengagent, ils se découragent, ils sont résignés. Mais on est obligé de passer par là, de toute façon. On ne peut pas zapper cette étape. Et après, il y a une prise de conscience. Il faut qu'il y ait une prise de conscience, sinon on meurt à ce moment-là. Et il y a une prise de conscience et on se dit, OK, qu'est-ce qu'on veut changer? Et là, le qu'est-ce qu'on veut changer, c'est définition de la vision, mais c'est de la vision de l'organisation, de l'entreprise.
C'est en fait quelle est notre raison d'être. Comment on veut contribuer au monde. En quoi on veut se changer. Quel est le sens de la transformation. Et on va revisiter les comportements. On va aller sur de la culture. On va essayer de changer la culture, de transformer la culture et non pas de transformer nos pratiques. Et du coup, on va tenter s'autoriser des expérimentations. Et là, on va réintégrer l'énergie et on va préparer un nouveau départ qui, lui, va pouvoir être plus bénéfique parce qu'on va vraiment enclencher la roue. Moi, j'ai un exemple de PME que j'ai accompagné, où je suis arrivé, ils avaient déjà essayé des choses, hein, donc dans la phase 1, ils avaient déjà ajusté une fois, je suis intervenu, et dans le marasme, dans la désynchronisation, moi je leur ai dit, vous avez deux options. Si vous prenez l'option que vous choisissez, c'est-à-dire de réajuster les processus, là en l'occurrence, c'était de continuer à vendre du spécifique pour un éditeur logiciel. Il y avait une seule équipe qui était formée, qui avait compris l'agilité, et cette même équipe recevait de plusieurs entreprises des spécifiques à faire, donc des développements à faire différents sur le même produit, à des dates hétérogènes. Ils devaient livrer Kiabi le 12 novembre, puis le 16 novembre NAF sur le même produit avec la même équipe. Ça ne marchait pas. Il y avait vraiment de gros désaccords entre associés. Moi, c'est à ce moment-là que je suis parti. Je leur ai dit, tant que vous résolvez ça, vous allez faire des cycles d'ajustement. Et ce qu'ils avaient oublié, c'est que l'agilité, c'était devenu un objectif. Alors que l'agilité, c'est un moyen pour obtenir des bénéfices et pour changer notre façon de délivrer, pour changer notre rapport aux clients, aux utilisateurs. Donc moi, je suis parti à ce moment-là. Le président que je connaissais très bien, je lui ai dit, écoute, rappelle-moi quand vous serez aligné pour continuer. Si vous avez ajusté le cycle en V, vous n'avez pas besoin de moi. 3 ans après, ils ont traversé, ils ont changé le système de valeurs. Ils ont fait du stop and fix, ils ont ralenti leur process, ils l'ont payé financièrement, mais aujourd'hui, ils tirent vraiment des bénéfices de l'agilité. Et donc, ils ont vécu plusieurs cycles d'ajustement jusqu'à finalement se résigner dans la phase de désengagement et se dire, bon, maintenant, on va construire autre chose, on va axer la qualité, l'excellence opérationnelle, et on va se donner une chance de changer, parce que sinon, on va continuer d'obtenir tout le temps les mêmes résultats qu'on ne veut pas. Donc, pour conclure... le pourquoi, rappelez-vous que sur une transformation agile, l'agilité, c'est un moyen. On ne met pas dans la raison d'être d'une entreprise le fait d'être agile, ça n'a pas de sens. C'est comme je dis, moi j'existe dans le monde pour être souple. Non, j'existe dans le monde pour autre chose. L'agilité, c'est un moyen. Et qu'est-ce qu'on veut, quelle est notre raison d'être et comment on contribue au monde, ça, c'est ce qui est important dans la raison d'être. Maintenant, on peut passer sur le... Comment on se transforme? C'est bien beau de dire il faut se transformer, pourquoi, etc. Tout le monde sait lire? Pardon. Ok. Donc, on a choisi de symboliser l'organisation comme un arbre qui puise en fait l'eau et ce qui la nourrit de son identité. L'identité, c'est la raison d'être, c'est les valeurs de l'entreprise. Alors, une valeur, hein, c'est un gros mot, mais en gros, c'est ce qui est important pour nous en tant qu'organisation. Nos missions et qu'est-ce qui manquerait au monde, selon nous, si on n'existait plus en tant qu'entreprise? Qu'est-ce qu'on apporte aujourd'hui? Le tronc sont les futurs et les visées, c'est quelque chose qui élève. Donc, quelle est notre ambition à 3-5 ans, qui est une étape? Quelle est notre stratégie pour réaliser cette ambition-là? Et ensuite, comment on s'organise pour réaliser cette stratégie? Est-ce que ça nécessite des ajustements ou des changements? Quand on arrive des entreprises, nous, souvent, le premier truc qu'on nous dit, c'est OK, on a pensé, on va faire une nouvelle organisation. OK, vous organisez pour quoi faire? Après, on fera la stratégie. Bon, c'est l'inverse. Mais ce n'est pas grave, il y a déjà une intention. Tout ça, pourquoi? Pour récolter des fruits du changement. Et ces fruits, en fait, sont matérialisés par des grands projets. Ça peut être des task force, ça peut être voilà, des équipes produits, des équipes marketing, des équipes intégrées. Et ça ne marche pas si on n'a pas une vision qu'on symbolise avec le soleil. Parce que s'il n'y a pas de soleil, on a beau puiser de l'eau dans les racines, il n'y aura pas de fruits. Et là, la vision, c'est plutôt
dans ce cas-là, c'est plutôt de l'ordre du rêve, en fait. C'est qu'est-ce qu'on veut apporter au monde avec notre entreprise? Comment on veut contribuer au monde dans 10, 15, 20 ans, sachant que forcément le monde va changer et qu'il faudra le réfléchir. Mais c'est ça le désir de la mer, en fait, si on suit la citation de Saint-Exupéry. Et c'est ça qu'il faut rappeler tout le temps. C'est vers ça qu'on veut aller. Et dans les futurs et les visées, notre ambition, c'est le premier pas pour aller vers ça. On va faire ce pas et on verra ensuite si on est toujours sur la bonne trajectoire ou pas. Et on a besoin de ces deux. On a besoin de l'identité et on a besoin aussi d'avoir un objectif long terme qui anime, qui active le désir. Il y a plein d'études sur le management qui ont été faites où on nous dit qu'il faut un sentiment d'urgence pour changer. Ça peut arriver, hein, mais la peur, c'est jamais vraiment le modèle idéal pour activer les changements. On est vite fatigué. Dès qu'on arrive à une étape où l'échec commence à poindre, c'est du stress, c'est de la survie. C'est pas vraiment ça qu'il faut activer. Ouais, je peux rajouter un petit mot sur la vision parce que trop souvent je le vois. La vision, c'est pas quelque chose de l'ordre de dans 5 ans on sera le numéro 1 sur le marché, ou on fera 100 millions de chiffre d'affaires, ou tout ce que vous pouvez imaginer, parce que ça n'excite personne et ça ne motive personne. Ça fait naître aucun désir, sauf peut-être dans 1% des personnes de l'organisation. Mais l'objectif de la vision, c'est d'embarquer 100% de l'organisation, des personnes de l'organisation. Donc une vision, c'est vraiment comment je contribue au monde et qu'est-ce que nos produits apportent à nos clients et comment nos produits contribuent au monde et à l'avancée du monde. Je vais le refaire un peu différemment avec l'histoire. Moi, j'aime bien les histoires. Mener une transformation, une organisation, en fait, elle a un passé. Ouais, j'adore les trucs super compliqués. Une organisation, elle a un passé, elle a une histoire, elle a des choses qui sont passées. Le trait rouge matérialise l'histoire de vie de l'organisation avec des choses qui sont extrêmement positives, de l'intensité positive, mais aussi des choses avec de l'intensité négative. Et ça peut être sur tout, ça peut être sur les produits qu'on construit par rapport à nos clients, à nos concurrents, en interne, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, il ne faut pas le négliger, l'organisation dans laquelle on est, elle a une histoire et elle a vécu des choses positives et négatives. Ça, le passé, il est passé, on ne peut pas le changer. Il faut juste regarder qu'est-ce qui s'est passé. On arrive dans le présent, c'est le point bleu. Je le disais tout à l'heure, il y a les enjeux internes et les enjeux externes. Les enjeux internes, c'est comment on peut développer les humains à l'intérieur de notre organisation, comment on peut avoir une excellence opérationnelle, développer nos produits, construire nos produits de mieux en mieux et de manière plus efficace, stable, fiable. Et puis, il y a tous les enjeux externes, que ce soit l'expérience client, les concurrents, etc. Et puis, le côté durabilité et prospérité. Ça, c'est la situation actuelle. Je vais définir une vision qui va embarquer, je vais essayer d'embarquer tout le monde et de communiquer sur cette vision-là. Et puis après, je vais définir mon ambition, c'est le point vert. Comment, dans 3 ans, où est-ce que je me vois? Et ma stratégie, c'est le trait vert qui va du bleu au vert. Ça, c'est super. Je fais un plan, je fais mon beau plan, mon beau cycle en V sur 3 ans, mais ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas la vie. Néanmoins, j'ai au moins cette vision, cette ambition, cette stratégie. J'ai un point de départ. Et après, le monde, il y a de l'incertitude, il y a de l'incomplétude, il y a de l'impermanence. C'est les 3 facteurs de complexité de la pensée complexe d'Edgar Morin. Ce qui fait que mon plan, en fait, il ne va jamais marcher. Donc du coup, ce n'est pas grave, c'est aussi ça l'agilité. Je vais adapter mon plan, je vais redéfinir une ambition différente, une stratégie différente et adapter tout au long du chemin ma stratégie par rapport à l'ambition que je me suis donnée. Et la transformation, en fait, c'est ça, c'est tout ce qui se passe dans le bleu et dans le vert. Le bleu, ça va être définir la vision et remettre la vision à jour régulièrement. Et le vert, le futur, ça va être ça, la transformation d'entreprise. C'est comment je vois loin pour embarquer les personnes, mais comment au quotidien, je m'adapte et je remets le plan à jour. Moi, j'ai un exemple par rapport à ça. J'ai un ami qui est devenu dirigeant d'une ESN il n'y a pas très longtemps et qui m'a dit « Écoute-moi, Laurent, alors on a été associés, on a travaillé pendant 20 ans ensemble, on se connaît très bien. Il me dit « Laurent, je vais faire mon discours d'investiture.
j'aimerais bien que tu m'aides parce qu'on a parlé souvent de vision, mais c'est assez difficile quand même à définir. Tout ça, je dis, bah, qu'est-ce que tu veux raconter à tes collaborateurs pour les embarquer, pour faire naître le désir de la mer. Et donc, il disait ce que disait Benjamin, c'est-à-dire il faut qu'on stabilise notre business, il faut qu'on développe tant de chiffre d'affaires, tant de croissance. Je dis, bon, ok, ça c'est plutôt des objectifs, mais tu ne vas pas embarquer grand monde. Moi, je le connais bien, je lui dis, mais pour toi, l'informatique, ça sert à quoi ? Qu'est-ce que ça apporte au monde ? Et donc là, il est parti dans une grande tirade, et ce sont des vraies convictions que je connais. Il me dit, mais moi, en fait, pour moi, c'est le progrès. Le progrès, c'est le changement, c'est l'adaptation. Il faut qu'on puisse apporter ça au monde avec nos produits digitaux, avec nos services. Je dis, bon, ben voilà. Ça va parler à des gens. En tout cas, si ça ne parle pas à des gens, peut-être que ce n'est pas dans ton entreprise qu'il faut continuer à être, mais peut-être que quand tu recruteras, ben, ça parlera à des gens, et tu recruteras des gens qui auront aussi envie d'y aller. Accompagner les transitions, c'est différent d'accompagner le changement. Le changement, c'est un événement externe. Nous, on vient de Toulouse, il faisait 37 degrés. On arrive ici, il fait 20. On ne peut pas y faire grand-chose. On est plutôt content de ce changement, ce n'est pas tout le temps le cas. La transition, c'est comment nous, on va évoluer entre ces deux situations-là. Si on doit vulgariser, simplifier un petit peu ce qu'est une résistance au changement, c'est quand les perceptions de perte individuelles dans le changement sont supérieures à la perception des gains éventuels dans ce changement-là. Et c'est souvent inconscient. Ça peut être des pertes de pouvoir, ça peut être des pertes d'autonomie, ça peut être aussi, il va falloir être plus responsable, je ne peux plus rester comme simple exécutant. Ça peut être des tas de choses. Sauf que les pertes et la perception de perte, c'est maintenant. On va changer et c'est maintenant qu'on va commencer à perdre. Les gains, c'est plus tard, peut-être. Et dans notre instinct de survie, de toute façon, on voit en premier ce qu'on va perdre. Et donc, c'est ça qui génère des résistances. Quelqu'un qui va résister, il va tout faire pour freiner le changement, pour minimiser les impacts positifs, pour ne pas y aller. Voilà. Et il y a des gens qui ont un fort leadership et qui peuvent ralentir tout le groupe. Et donc, l'idée, ça va être de passer des perceptions à la réalité. Les perceptions, c'est ce qu'on imagine. La réalité, c'est ce qui se passe vraiment. Donc pour ça, on va mener des expérimentations. Mais pour ça, il faut aussi connaître les pertes. Donc là, il va falloir aménager aussi des espaces où on va pouvoir discuter, où on va pouvoir comprendre ce qui freine, pourquoi les gens ne veulent pas y aller. Et il va falloir expérimenter des choses pour que cette perte qu'on imagine, la réalité, le principe de réalité, nous ramène au fait que soit effectivement c'est une perte, soit pas. Mais on n'est plus dans l'imaginaire. Si à un moment donné, les perceptions de perte sont des pertes réelles, là, il va falloir interroger le changement et peut-être adapter. Et ce qu'on veut, effectivement, c'est des gains. Donc, pour transformer la culture, à chaque fois qu'un gain va apparaître, il va absolument falloir le montrer, le célébrer et créer un rituel. Parce que des fois, on est tellement focalisé sur la peur que quand on gagne des choses, on ne le voit pas. Ce qui va faire changer la culture, c'est une conséquence. Ce qui va faire changer la culture, ce sont les expérimentations qu'on va mener, qu'on va vivre, et la valorisation des résultats. Je reviens juste sur ce mot de perception, c'est vachement intéressant parce que dans une organisation, en fait, chacun a sa perception, chaque membre de l'organisation a sa perception. Donc en fait, il n'y a pas un truc global. Une organisation, c'est un système. Le corps humain, c'est aussi un système. Et le corps humain, je me fais mal au bras, lui, il va avoir mal à cet endroit-là. Mon cerveau, il va penser à autre chose. Mon petit orteil, il va penser à autre chose. Tout ça, c'est un système. Et chacun a son mot à dire. Et à un moment donné, même si mon cerveau, il va avancer, mon bras, il dit c'est pas grave, vas-y, tu peux avancer. Mais si mon petit orteil, il n'a pas envie d'avancer, on n'avancera pas. Donc dans l'organisation, en fait, les perceptions, ce mot, il est vachement intéressant. C'est pas parce que le dirigeant, lui, il a tout compris et qu'il voit les gains et qu'il explique à tout le monde et qu'il convainc tout le monde, que tout le monde va avoir les mêmes gains ou a peur de perdre les mêmes pertes. Un exemple dans une PME, la culture produit, c'est un éditeur de logiciels encore, une PME, la culture produit est très présente à tel point que c'est un petit peu les gens du produit qui ont le pouvoir symboliquement. C'est-à-dire c'est eux qui drivent toute l'activité et les experts de la tech, les développeurs, les architectes, tout ça sont plutôt des fournisseurs. Donc ils sont plutôt soumis. Quand on commence à discuter d'agilité, à se former et à échanger,
moi, j'essaie d'être assez aiguisé sur les pertes éventuelles et je comprends bien qu'il y a une perte de pouvoir assez nette qui est inconsciente dans l'équipe produit. Ça veut dire qu'il va falloir demander leur avis. Et ouais, mais s'ils ne sont pas d'accord, on va discuter, mais nous, on a l'habitude de décider. Ce n'est pas exprimé comme ça. Mais ça veut dire qu'il y a un axe de travail et que si on va dans l'ajustement, probablement que l'ajustement va perpétuer cet état et que la collaboration va être freinée et du coup, on ne va pas tirer un maximum de bénéfices de la démarche agile, par exemple. Ça, c'est la slide la plus importante pour nous, pour moi, de la conf. Moi, je suis petit-fils de paysan et pour moi, la terre et le jardin, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et là-dedans, il faut les deux sur une transfo, il faut les deux dans une entreprise, c'est-à-dire l'organisation et l'organique. Une transformation, c'est organique. Je ne peux pas prévoir, je ne peux pas anticiper, même du jour au lendemain, tout ce qui va se passer. Il y a tellement d'implicites dans l'être humain. Même moi, il y a des choses que je pense, que je ne sais pas que je pense, enfin, je vais rentrer là-dedans. Il y a tellement d'implicites qu'on ne peut pas gérer, il va se passer des choses. Il va y avoir des expérimentations en shadow, des expérimentations dans des coins qui vont se passer, qui vont générer des choses qui vont être extraordinaires. Et à l'inverse, il y a des grands projets que je vais lancer qui ne vont pas avancer, et je ne sais pas pourquoi, même si tout le monde est motivé. Et c'est comme dans mon jardin, en fait. Moi, je me plante un arbre, je me plante un abricotier, je me dis ça va être génial, mais il ne pousse pas, je ne sais pas pourquoi. Et j'y rajoute de l'engrais, sauf que quand je rajoute de l'engrais, j'appauvris le sol, je ne vais pas vous faire un cours de botanique, et qu'au final, en fait, il n'y a jamais un abricotier qui va pousser là. Par contre, il y a des herbes qui poussent, ou il y a des fleurs qui poussent, et ça pousse super bien. Et donc, du coup, dans ma transformation de jardin, dans ma transformation de mon organisation, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, pardon, j'y arrive plus. Est-ce qu'il faut que je pousse mon abricotier, que je continue à mettre de l'engrais et que je continue à couper les fleurs sur le côté, ou est-ce qu'il faut que je me dise à un moment donné, finalement, ces fleurs, c'est pas mal. Mon abricotier, il pousse pas, je vais le laisser mourir et puis je vais arrêter de planter des abricotiers. C'est ça, organiser l'organique, c'est que si je laisse tout faire, il va y avoir de la mauvaise herbe, il va y avoir des choses que je ne veux pas, qui sont des comportements. Le comportement génère la culture dans mon entreprise. Et donc, ça va devenir le chaos, mais le chaos permanent. Et c'est ça qui est problématique dans le chaos. Si on passe par une phase de chaos, mais que derrière, on génère des choses, c'est super. Si on reste dans le chaos permanent, il y a tout qui meurt et il n'y a que les mauvaises herbes qui poussent. Par contre, si je suis trop dans l'organisation, si je suis trop dans mon jardin, il est comme ça, mon abricotier il va pousser là, etc., ça ne marchera pas parce que je vais mettre énormément d'énergie. Finalement, je vais passer le plus clair du temps de mon énergie, de toutes les personnes de mon organisation, à essayer de coller au plan qu'on avait prévu dès le départ et pas de produire et pas d'aller chercher de nouveaux marchés, etc., etc. Organisez l'organique. Laissez vivre votre jardin et organisez-le régulièrement. On a vu le pourquoi, le comment. Là, il a fallu qu'on choisisse des ingrédients. Malheureusement, on ne pouvait pas vous faire une conférence d'une journée, ou heureusement pour vous, c'était très long. Donc, on a sélectionné quelques ingrédients dont on espère qu'ils vous seront utiles et qui vous parleront. Par exemple, la mise en application de ce que je disais tout à l'heure, organiser l'organique, c'est-à-dire se concentrer sur l'essentiel. Dans l'entreprise, on l'entend, on le sait, tout le monde le vit, tout est important. En fait, prioriser, c'est extrêmement compliqué. 90% de nos backlogs, c'est important, il faut le faire. Quelqu'un l'attend, on ne sait pas qui, mais quelqu'un l'attend. Se concentrer sur l'essentiel. Si on a 100 personnes dans notre entreprise, on a 100 cerveaux, 200 bras, 200 jambes, ou un peu moins s'il y en a. Enfin bon, pour rentrer dans cette problématique-là. On a une bande passante et cette bande passante, elle est limitée. On ne peut rien y faire. Les journées des personnes sont toutes les mêmes. C'est 24 heures. Il y en a qui dorment plus, qui dorment moins, qui travaillent plus, qui travaillent moins. Notre bande passante est limitée. Donc il faut choisir ses combats. Si je suis trop sur l'opportunité, si je suis trop opportuniste, si je suis trop opportuniste, je vais me disperser. Tiens, la petite fleur, elle pousse, je vais la laisser pousser, celle-là aussi, celle-là aussi. Et puis là, je vais vite aller dans le chaos et vite me disperser et vite utiliser la bande passante, puiser, je cherche le mot, épuiser, voilà, c'est ça que je cherchais, épuiser la bande passante que j'ai. Par contre, si je suis toujours en train de gérer des risques, toujours en train de gérer des problèmes, toujours en train de trouver des solutions à des problèmes, en fait, je suis plat et ça ne correspond pas à la marche du monde. Le monde, lui, il évolue. Et lui, des problèmes, en fait, il y a des problèmes qui se génèrent, mais il y a aussi des solutions et des opportunités qui s'ouvrent. Et moi, si je suis toujours en train de gérer mes problèmes et mes risques,
ben, je vais mourir à un moment donné. Donc il faut trouver cet équilibre, quelle est la bande passante qu'on a et quel est le chemin qu'on veut avoir. Aller chercher des opportunités, mais pas que. Gérer des risques, mais pas que. Et tout ça, en fait, on ne l'a pas mis, mais on pourrait tout à fait le mettre. Il y a le soleil, il y a la vision, il y a la raison d'être, il y a l'impact qu'on veut avoir dans notre entreprise qui nous permet de faire ces choix-là. Exactement. Cette route, ce sont des limites, c'est un cadre. Et le cadre est défini par qui on est, quelles ambitions on a et où on veut être. Et c'est ça qui va dire ça c'est un risque ou ça ne l'est pas. Et ça c'est une opportunité qu'on prend ou c'est une opportunité qu'on ne prend pas. Alors, on avait un formateur l'année dernière qui travaillait chez Danone et qui nous disait qu'à un moment, Mythic a proposé une association avec Danone. Donc Mythic, application de rencontre. Bon, pas trop le lien a priori, mais ils ont vu une opportunité. Ce qui a permis à Danone de refuser, c'est qu'ils avaient mis en place ça. C'est-à-dire que l'opportunité, c'était beaucoup de cash, de la visibilité, ça brouillait l'image, la raison d'être, et surtout mettre de l'énergie là-dedans, freiner leur direction vers là où ils voulaient être. Les transitions, il y a la transition de l'organisation, et dans l'organisation, il y a les individus que nous sommes, et chacun va appréhender les changements comme il peut, et avoir son propre cycle qu'on a vu tout à l'heure. Et forcément, ça va générer de la désynchronisation dans l'entreprise. Au début, l'énergie du changement, elle est habitée par ceux qui portent le projet de changement. J'accompagnais un dirigeant qui me disait « ça ne va pas assez vite, les équipes ne s'approprient pas assez les sujets, pourtant la vision, moi je l'incarne, j'y crois. » Bah oui, mais quand tu as communiqué ta vision et là où tu veux aller, c'est le moment où ils la découvrent. Sauf que toi, ça fait 1 an que tu travailles dessus. Donc lui, ça fait 1 an qu'il a transité, qu'il a imaginé le changement, qu'il s'est dit « attention, moi je vais perdre ça personnellement, l'entreprise va perdre ça, ouais, mais on va gagner ça. » Et puis au moment où il la présente, les gens, eux, le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils imaginent les pertes. Hein. Ouais, mais alors du coup, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire quoi pour mon service? Ça veut dire quoi pour mon équipe? Et donc, si on prend une photo pendant, je ne sais pas, au bout de 3, 6 mois, 1 an, pendant qu'on commence à mettre en place le changement, qu'on commence à animer la vision, eh bien, on va se retrouver avec des personnes qui sont situées dans A, dans B et dans C. Donc C, c'est la zone de perte. Hein. Donc là, on résiste beaucoup. Et on met en avant beaucoup d'objections pour ne pas y aller. La zone neutre, c'est vraiment la zone de travail. C'est-à-dire qu'on a commencé à voir poindre des gains ou à se résigner. Là, on est un peu aussi dans la désynchro et dans le désengagement. Mais c'est la zone de travail. Et le commencement, on est dans le départ, vraiment l'énergie, elle est haute et on a envie d'y aller. Et ces 3 états cohabitent dans l'entreprise. Donc ça génère des tensions relationnelles, ça génère des incompréhensions, des conflits, en tout cas des choses qui sont difficiles à gérer. Et donc c'est très important de l'accompagner, c'est très important de créer des espaces où les gens peuvent expliquer, ben voilà, moi ce que je me dis, je m'autorise à te dire que moi j'ai l'impression qu'on va perdre ça, qu'on va perdre ça. Et ça évite des discussions, oui, mais à chaque fois il vient nous expliquer que ça va être tout beau, tout neuf, mais moi j'y crois pas un instant, on va perdre des marchés, on va perdre ceci, on va perdre cela, et ça va se scléroser. Donc ça, il va falloir l'accompagner. Nous, on est coach, on est un support. Il y a les gens dans l'entreprise qui contribuent, mais ceux qui doivent porter les projets de transformation, ceux qui en sont responsables pour leurs entreprises, ce sont les dirigeants et les équipes dirigeantes. Ouais, je peux rajouter un mot sur ça. J'aime bien le principe image du film. Nous, en tant que, enfin, alors moi et Laurent et moi en tant que coach externe, mais il y a aussi des coachs internes, mais il y a aussi des managers, mais il y a aussi des opérationnels dans les équipes. À un moment donné, quand on arrive dans une équipe, on voit un peu ce qui se passe. C'est quand même assez rare des contextes où on arrive et tout est créé de zéro. Ben, en fait, c'est comme si vous arrivez dans le salon et que vos enfants regardent un film. En fait, vous prenez le film au milieu. Donc vous voyez une photo à un moment donné. Le trait bleu là avec les ABC, c'est une photo. Par contre, vous n'avez pas tout le scénario et tout l'implicite, tous les non-dits qui se sont dit avant et comment cette photo s'est construite. Donc du coup, il y a toute l'histoire que vous n'avez pas vécue. Il y a la photo que vous voyez à un moment donné. Et il y a cette question qui est assez intéressante, c'est comment on peut construire ensemble la suite du scénario du film et quel film on a envie de construire ensemble. Mais si j'arrive là et que j'arrive comme une balle dans un jeu de bowling, voilà, j'ai perdu l'expression. Jeu de quilles, merci. Et que je dézingue tout, en fait, je remets en cause le scénario précédent. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Là, on revient sur du chaos. Et on n'organise pas, on est en train de remettre de l'ego en disant « moi je sais, et je vais vous montrer ce qu'il va falloir que vous fassiez ». Et ça, c'est rude.
Et ça correspond à ça aussi, être attentif à son environnement, c'est quelque chose qui nous est très cher. J'utilise ces mots de cascading et d'écoute, peu importe, le mot cascading peut être discuté, tous les mots peuvent être discutés. Une entreprise, c'est des couches successives, peu importe l'organisation, à un moment donné. Certes, on peut enlever le management et le codir, mais il y a quand même un dirigeant, un fondateur. C'est pas trop discutable, je pense, dans une entreprise. Il y a des couches, il y a du codir, il y a du management, il y a aussi des opérationnels, des gens qui font. Mais une entreprise, ce n'est pas que ça, c'est aussi des partenaires. Cette entreprise, elle n'existe pas toute seule et qu'elle dans un écosystème. Il y a aussi des partenaires et il y a des clients. Parce que si je construis des produits et que personne ne les achète et les utilise, bah, autant que j'arrête. Donc en fait, il y a toutes ces couches-là qui s'empilent. Et le jeu là-dedans, ça va être, moi, dirigeant, de communiquer, de cascader mes idées, de cascader pourquoi on le fait, de donner du sens, etc., au codir, etc., etc. Je ne veux surtout pas dire qu'on fait du waterfall, il y a une couche qui descend à l'autre en dessous, etc. Mais les couches sont connectées entre elles. Ceux qui connaissent le mieux les clients, c'est les opérationnels, ou les partenaires, c'est les opérationnels. Donc, il y a cette notion de cascading, c'est comment je communique l'information, comment je communique le sens, etc. Et ça n'a pas de sens si je n'écoute pas de l'autre côté. C'est-à-dire mes clients, qu'est-ce qu'ils me disent? Mes partenaires, qu'est-ce qu'ils me disent? Mes opérationnels, qu'est-ce qu'ils me disent? Et en fait, et on le sait tous, c'est ce qui nous anime tous, et c'est l'ADN de l'agilité, c'est cette boucle de feedback. Plus cette boucle de feedback est efficace, plus à la fois je montre, je communique, et plus j'écoute, je récupère du feedback et je m'adapte, et plus on va pouvoir prendre en compte tout l'écosystème, tout l'environnement, et faire une transformation qui a du sens pour tout le monde, et non pas juste pour un codir ou un dirigeant dans un bureau. Pour illustrer ce que dit Benjamin, moi j'ai vécu ça avec une équipe dirigeante, avec une toute petite entreprise, c'était une quinzaine, et ils m'ont appelé parce qu'ils avaient des départs. Ils avaient du turnover, ils n'en avaient pas eu beaucoup jusqu'à maintenant, et là les gens commençaient à partir, donc ils n'avaient pas de difficulté à embaucher, c'était dans le monde de la RSE. Et ils me disent, nous il faut qu'on construise une vision, on va être accompagnés, donc on fait ce travail-là, et je leur dis, maintenant vous avez la chance d'être une petite entreprise, l'idée maintenant c'est de faire un séminaire avec toute l'équipe, de présenter cette vision-là, et d'écouter, comme disait Benjamin, c'est-à-dire c'est pas que descendant, maintenant on va écouter ce qu'ils ont à dire, est-ce qu'ils ont envie d'y aller, est-ce que ça les anime, est-ce qu'ils ont peur, est-ce qu'ils veulent pas, est-ce qu'ils y croient pas. Ils m'ont dit non Laurent, si on fait ça et qu'ils veulent pas y aller, comment on fait? J'aurais dit oui, mais si vous leur dites pas et qu'ils veulent pas y aller, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, ils vont démissionner, puis quand est-ce que vous le saurez? C'est le feedback de démission. Donc le feedback c'est important, plus tôt on l'a, mieux c'est. Et il faut percer la bulle pour pouvoir commencer à questionner. Et ça peut aller jusqu'aux partenaires, jusqu'aux clients, ce qu'ils ont fait après. Donc là, on ne va pas lire tous les slides, vous l'aurez. Mais en gros, ce sont les comportements, les processus qui ont un impact positif ou négatif sur une transition. Alors, on va en prendre, par exemple, tout à l'heure, on parlait, je vais le citer, on parlait de SAFe. Nous, on accompagnait beaucoup des transformations avec SAFe. Trop de procédures rigides, ça freine vraiment les transitions. Ce n'est pas forcément la rigidité, des fois c'est nous qui la mettons, mais un processus qui est extrêmement documenté, extrêmement détaillé, nous force à être vraiment concentré dessus. Et donc on se retrouve avec le doigt sur la ligne pour se dire on en est là, attends, est-ce qu'on a fait ça? Et si vous demandez, c'est comme si vous lisiez un livre comme ça avec la loupe chaque mot, et qu'on vous disait, du coup vous en êtes où dans le livre? Vous êtes quelle page? Et ça raconte quoi? On est focalisé là-dessus, du coup, il n'y a pas d'espace de création, il n'y a pas d'espace de collaboration. On est dans du processus, et l'organique, en fait, il ne vit pas, il est trop organisé. Donc, il va falloir instaurer des zones de liberté et de création à partir de ça. Un autre exemple, c'est les valeurs qui sont peu présentes ou activées. Voilà, c'est mécanique, on fait. Dans une culture agile, par exemple, la qualité, quand on passe du mode projet au mode produit, la qualité dans le mode projet, c'est plutôt la variable d'ajustement. C'est-à-dire, il faut qu'on livre demain, on n'a pas le temps de finir. Donc, on va faire quick and dirty, puis on fera bien après. Après, on n'a jamais le temps, tant pis. Là, on va prôner vraiment l'excellence et la qualité. C'est un changement culturel. Et du coup, il va falloir le valoriser et il va falloir vraiment en discuter et le mettre en avant. Nous, ce qu'on fait, ce sont des produits de qualité. On va le dire à nos clients, on va le dire à nos collaborateurs, on va l'incarner. Ensuite, pour finir sur ce slide-là, les objectifs figés rigides, le plan,
point A, point B, sur un an, roadmap détaillé à la demi-journée près, ventilé sur toutes les équipes. Et après, tous les jours de l'année, on vérifie de combien on est en retard, de combien on dépasse le budget. Bon, voilà. Là, on va prôner plutôt des objectifs biodégradables. Donc, dans l'agilité, quand même, c'est ce qu'on fait beaucoup. Mais c'est un vrai changement culturel et on voit bien qu'il y a des choses qui freinent et qu'il y a des choses qui facilitent. En amenant cette conférence, on s'est posé la question pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait? Parce que nous, on va amener nos convictions avec Laurent. Ça fait 12 ans et 13 ans qu'on accompagne des transfos agiles, des transfos d'entreprises qui n'ont rien à voir avec du développement ou rien à voir avec l'agilité. Et en fait, on rencontre toujours les mêmes choses. Et souvent, ce qui revient à chaque fois, c'est on va faire une transfo, on va faire un bon projet avec un bon chef de projet, un bon planning de transfo, et on va dérouler la transfo. Nos objectifs, c'est d'avoir 8 équipes Scrum, 3 équipes Kanban, d'avoir du Scrum. Non, non. Non, c'est organique en fait. Donc si je continue à faire ce que je faisais avant, je continue à avoir ce que j'avais avant. Donc l'objectif, là, est-ce qu'on veut amener avec cette conférence, c'est une transfo, en fait, ce n'est pas un projet. Une transfo, c'est où est-ce que je veux aller, quel est l'impact et en quoi je veux contribuer à ce monde et comment je peux me transformer. Et ça, dans une entreprise, il y a des personnes qui vont mettre 3 semaines à intégrer ça et à être acteurs. Il y en a, ils vont mettre 3 ans. Et il y en a, ils vont démissionner parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette transfo. Et la même entreprise... Enfin non, une autre entreprise avec des personnes similaires ou voire les mêmes personnes qui sont allées dans l'entreprise, ça va être différent. En fait, complètement différent. Pourquoi? Parce que c'est humain et parce que dans l'humain, en fait, il y a plein d'implicites. Et on peut reboucler avec la première image sur le théâtre de rue avec les masques. Une autre façon d'avoir l'impression qu'on change sans changer, c'est de déguiser les processus, c'est de déguiser les anciens rôles, de les renommer et d'ajuster en permanence. Et quand on fait ça, on change des choses, mais on ne change pas l'essentiel. Et vraiment, c'est important de se dire qu'est-ce qu'on veut devenir et qu'est-ce qu'il est nécessaire de changer, quoi que ça implique. Et il va falloir le communiquer beaucoup, parce que dans les moments de tension, justement, quand on va tous être désynchronisés dans l'énergie, quand il y en a qui vont objecter en permanence au projet, ce qui va leur permettre de passer dans la zone neutre et de travailler, voire d'avoir l'énergie du nouveau départ, ça va être de se rappeler pourquoi on veut aller sur la mer et pourquoi c'est important de vouloir vivre ça tous ensemble. Merci. On a même le temps pour des questions. Une information ou une conviction qu'on pose, il n'y a pas de QR code roti feedback, il y est quand même, vous pouvez l'utiliser, mais nous ça ne nous intéresse pas, alors attention, écoutez tous les mots que je dis dans ma phrase, c'est roti feedback et la façon dont est utilisé, qu'on utilise aujourd'hui de plus en plus, en fait toutes ces évaluations, les avis Google, etc. Ça ne nous intéresse pas. Et dans les entreprises, c'est ce qu'on vit et ce qu'on vit de plus en plus. Il faut aller vite, il faut être efficace. Donc, on met en place des pratiques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir du feedback, de chercher à comprendre le sens de ce feedback et de pouvoir discuter avec des êtres humains. Donc, si vous avez du feedback, on est ultra preneur. On est là et on va être là pendant 2 jours. Venez nous voir et discutons. Voilà, dit autrement, on ne veut pas être évalué, mais vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème, le QR code doit être quelque part. Nous, on a besoin du feedback parce que, vous l'avez compris, on ne vend pas le livre. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est transmettre des choses qui sont importantes pour nous et aller dans des entreprises qui vont pouvoir se donner les moyens de se transformer, même si ce n'est pas agréable, même s'il faut vivre ces cycles-là, pour devenir ce qu'ils veulent devenir. Et pas souffrir dans des ajustements, avec des démissions, avec un complexe économique qui est aussi compliqué et contracté. Voilà. Merci. On a le temps pour des questions? Ouais, non, on s'arrête là, non? Il est moins 5. Pardon? C'est moins 5 et il faut s'arrêter à moins 5. Oh, j'adore comme plan se déroule sans accroc. Donc, si vous voulez discuter, si vous avez des questions, on peut se retrouver en dehors et on laisse la place. Merci beaucoup.